Si vous prenez toutes les maisons que j'ai évoquées, mais ou même des plus petites, on est aux antipodes d'un mode de fonctionnement où on vaut 0 le 1er janvier et 14 milliards le 31 décembre. Ça n'existe pas dans le luxe. Le luxe, ça se construit dans le temps parce que c'est une légitimité, c'est un rêve. Vous êtes là pour faire rêver quelqu'un. Et qu'on ne rêve pas sur commande et on ne rêve pas en 2 secondes. Pour moi, le jour où il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de luxe. Après, j'ai vu effectivement beaucoup d'initiatives de start-up finalement être là pour faciliter cette créativité, pour la nourrir. Et à ce titre, c'est pertinent. Donc la créativité dans le luxe, c'est indispensable. L'innovation, on fait tout de suite le lien avec le digital, parce qu'indéniablement, le luxe n'est quand même pas le secteur dans lequel la digitalisation a été la plus avancée, en tout cas sur ces dernières années, même s'il y a une accélération assez colossale depuis 18 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les maisons se sont rendues compte qu'il fallait absolument qu'elles soient beaucoup plus proches de leurs clients, en contact, qu'elles le connaissent. Être proche, c'est un idéal, mais ça commence par connaître la personne à laquelle vous voulez vous adresser. Ça suppose des changements de business model vers des business models plus D2C, direct to consumer. Ça prend du temps, hein, ça ne se décrète pas, mais parmi nos clients, on a de plus en plus de questions sur qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un business model D2C. Et puis, il y a un nouvel élément sur lequel beaucoup de maisons se cherchent aujourd'hui. Donc, l'impact sur le business model, il est encore à définir. C'est le second hand. Voilà. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphni. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, mesdames, messieurs les auditeurs, je pense que vous n'êtes pas prêts. Car nous recevons aujourd'hui une entrepreneure pas comme les autres. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Ex-acheteuse étanchéité chez PSA pendant 6 ans, le joint de la porte de la Peugeot 306 n'a plus aucun secret pour elle. Ex-Danone, elle devient par la suite la reine des yaourts Actimel et Danao pendant plus de 3 ans. Et vous ne devinerez jamais dans quel secteur elle s'oriente après ces 2 expériences. Petit indice, elle connaît par cœur l'avenue Montaigne. Et oui, c'est chez Vuitton, Céline et Dior qu'elle se forme et devient une experte et une passionnée de ce secteur qui ne connaît pas la crise, le luxe. Elle n'avait pas en tête de monter sa boîte et pourtant, il a suffi d'une rencontre pour qu'elle se lance et fonde MAD, le leader en conseil stratégique dans l'industrie du luxe. C'est l'inspirante Delphine Vitry, cette passionnée du luxe depuis 20 ans, que nous avons la joie d'interviewer aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravie de t'avoir parmi nous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour co-animer cet épisode, vous me connaissez, je choisis toujours un membre de l'équipe Daphni. Et aujourd'hui, c'est le merveilleux et irremplaçable Pierre-Yves Merschmann, qui est partenaire et investisseur chez Daphni, qui est à mes côtés. Salut Pim. Salut Aurélie, bonjour Delphine. Bonjour Pim. Alors aujourd'hui, un thème qu'on n'a pas l'habitude d'aborder quand même dans le podcast de Daphni. On va parler luxe. Luxe aussi dans les startups. On va parler de plein de choses. Mais avant tout, on a une petite question rituelle, Delphine, qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Et c'est comment tu build a City for Good aujourd'hui, toi, de ton côté? Alors, parce que c'est un peu notre punchline chez nous et notre raison d'être. Bien sûr. Alors, comment est-ce que je contribue à rendre le monde un peu meilleur? Alors d'abord, très, 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 très humblement, j'avoue que, bon, hors Covid, parce que vous allez voir que sinon ça n'a pas de sens, quand j'arrive tous les matins au bureau, rue du 4 septembre, et que je vois mes 50 zozos assis debout, qui courent partout, qui partent en réunion, qui vont chez des clients, eh ben, j'ai une espèce de vague de fierté de me dire que, voilà, il y a 50 personnes qui travaillent ensemble avec moi et j'espère grandissent heureux dans cette boîte. Voilà. Donc ça, c'est pas dingue, 50 personnes, mais bon, en tout cas, moi, c'est une petite contribution personnelle. Et puis, il y a quand même la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites un micro-trottoir sur le luxe dans la rue, en tout cas en France, c'est vrai que, voilà, parfois le luxe finalement c'est pas très flatteur, étrangement, alors que c'est un sacré pétrole pour la France.
en termes de... C'est un truc extraordinaire, hein. Vous passez le périph', vous passez la frontière française, vous avez immédiatement, parce que vous êtes français, un a priori de compétence quand vous êtes dans le luxe. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs, je pense, pour lesquels c'est le cas. Et ça, c'est aussi une fierté de contribuer à aider des boîtes de luxe, des entreprises françaises qui produisent en France, à se développer sur ce qui est un peu notre spécialité qu'on partage avec nos copains italiens, un tout petit peu suisse et 3-4 anglais, mais enfin fondamentalement, ça reste quand même très national. Et ça, moi, j'en suis fière et je suis fière d'aider ces boîtes. Il faut surtout bien avoir en tête que dans le luxe, vous avez quelques machines de guerre absolument extraordinaires, Vuitton, Cartier, Chanel, Hermès, etc. Mais derrière, des noms que vous connaissez et qu'on connaît à 10 000 bornes, derrière, sont des PME dans la grande majorité des cas. Et je trouve qu'aider des PME à se développer aujourd'hui, c'est aussi contribuer à construire un monde peut-être un tout petit peu plus joli qu'avant. Clairement, clairement. Et comment tu le définirais justement, ce luxe ? Aïe, aïe, aïe. Alors... Il y a peut-être deux éléments. Bon, alors, bien évidemment, hein, le luxe, le savoir-faire, l'exigence, la perfection, etc. Tout ça est vrai. Pour moi, ce qui est peut-être, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, le luxe, c'est un rapport à la création. C'est-à-dire que si vous êtes Yves Saint-Laurent, il y a des dizaines d'années, et que vous vous dites, je vais mettre toutes ces dames dans des costards. Si vous êtes américain, vous répondez à Yves Saint-Laurent, ah bah ça va pas le faire, j'ai fait un focus group, personne n'en veut. Si vous êtes dans le luxe, vous vous dites, j'y vais parce que j'y crois. C'est la création qui compte. Le luxe, c'est intimement lié à la création et donc à une vision du monde. Et cette vision du monde, elle est intéressante. Alors, parfois, elle trouve son public, génial. Parfois, personne, c'est un four. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est une démarche introspective de vision du monde. Et c'est ça le luxe. C'est d'ailleurs pour ça probablement que c'est essentiellement, comme je le disais, en boutade, franco-italien, etc. Et pas du tout américain dans la démarche, parce que nos Américains sont beaucoup plus smart, ils commencent par vérifier qu'il y a un marché. Voilà. La deuxième chose importante... C'est Léonard de Vinci, en fait. Tu me parles de Léonard de Vinci, d'une certaine manière. Oui, absolument. Belle marque, hein, d'ailleurs. Le deuxième point qui est important dans le luxe, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que si vous prenez... Et c'est le rapport au temps dans toutes ses dimensions. Si vous prenez toutes les maisons que j'ai évoquées, mais ou même des plus petites, on est aux antipodes d'un mode de fonctionnement où on vaut 0 le 1er janvier et 14 milliards le 31 décembre. Ça n'existe pas dans le luxe. Le luxe, ça se construit dans le temps parce que c'est une légitimité, c'est un rêve. Vous êtes là pour faire rêver quelqu'un. Et qu'on ne rêve pas sur commande et on ne rêve pas en 2 secondes. Et ça, ce rapport au temps... il est vraiment essentiel parce que c'est ce qui fait que start-up dans le luxe, c'est bien si on a le temps. Et ouais, c'est assez paradoxal. On n'a pas beaucoup de temps dans les startups, non Pim, tu confirmes, ça va vite. Ça va vite, mais le rapport au temps, il faut savoir se poser aussi. Je pense que dans le luxe, c'est la pause. C'est une pause lente. Exactement. Les industries du luxe, elles font rêver beaucoup de gens parce que vous avez des EBIT de malades. Vous sortez 30% de marge si vous êtes un acteur un peu correct. Donc tout le monde se dit moi aussi, je vais faire du luxe. Ça rapporte. Ok, c'est une excellente idée. Mais ça prend beaucoup de temps pour construire dans l'esprit des clients la légitimité produit, la légitimité du discours, pour s'entourer des talents qui vont le faire. Et ça, c'est pas une équation, c'est une alchimie. Et toi, tu es aussi investisseur dans plusieurs startups. D'ailleurs, tu as investi beaucoup dans des startups dans le luxe. Enfin, dans le luxe, en fait, il faut distinguer. Quand on parle du luxe, il y a le B2B et le B2C. Le B2B2C. J'investis dans des startups de B2B, par exemple. J'ai investi et j'accompagne depuis le début Ariani, qu'on peut considérer comme une start-up, qui est une équipe assez fantastique. On salue Julien Romanetto et Frédéric Montagnon. Ouais. Et typiquement, Ariani, c'est ça. C'est comment est-ce que sur une technologie appuyée sur le développement de protocoles, appuyée sur la blockchain, etc., je vais apporter un service qui est fondamental dans l'industrie du sucre, qui est la digitalisation des certificats d'authenticité, ce qui derrière permet de développer d'autres produits, etc. Bon. Voilà, ça j'y crois.
Ça apporte un service supplémentaire. C'est pas ce qu'on peut appeler une start-up du luxe, au sens où voilà, c'est pas le sujet. Ils vont pas vendre une paire de chaussures. En revanche, ils apportent un service assez fondamental qui s'appuie sur une technologie qui prend tout son sens, sur un sujet qui est crucial. Parce que le rapport au temps, c'est aussi quand vous vous faites piquer votre sac ou votre montre à laquelle vous tenez, c'est quand même assez important de pouvoir faire la preuve de son authenticité et faire la preuve que vous l'aviez en votre possession, etc. Ça, c'est pour le bénéfice client final. Et tu as vu des choses un peu extraordinaires dans les innovations dans le monde du luxe, ou bien tu aimerais voir des choses justement par rapport à ce que tu vois dans les... Alors, une autre définition possible du luxe, qu'un grand monsieur du luxe avait partagé avec moi, qui était l'ancien président d'Hermès, c'est qu'en fait, une marque de luxe, elle se caractérise sur 3 dimensions. Le style, d'accord ? Le style, c'est pas la mode, hein. Le style, c'est j'ai une dame qui est habillée en Dior, en Chanel ou en Hermès, qui marche de l'autre côté de la rue, et je sais tout de suite, sans avoir besoin de voir le logo, qu'elle est en Chanel, en Dior ou en Hermès, d'accord ? La deuxième chose, c'est la qualité. Pas la peine d'aller plus loin, vous avez tous compris, hein, même quand on va dans un grand restaurant, dans un 5 étoiles, si le serveur fait tomber ses cheveux dans la soupe, vous n'allez pas considérer qu'il est en test and learn. Vous allez tout de suite vous barrer. Donc la qualité, elle est non négociable dans le luxe. Et le troisième élément, pour rebondir sur ton point, c'est justement la créativité. Créativité, innovation, on pourrait rentrer dans le débat de la différence entre les deux, mais voilà. Si vous n'êtes pas créatif, vous n'avez pas de vision du monde, vous n'avez rien à raconter. Donc l'industrie du luxe, elle est ontologiquement créative. Après, cette créativité, quand on commence à faire 5, 6, 7, 8, 9 milliards d'euros, voire plus, c'est pas évident de rester dans une organisation créative quand on commence à être sous les contraintes qu'on imagine de maisons de cette taille-là. Donc, pour moi, le jour où il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de luxe. Après, j'ai vu effectivement beaucoup d'initiatives de start-up finalement être là pour faciliter cette créativité, pour la nourrir, et à ce titre, c'est pertinent. Donc la créativité dans le luxe, c'est indispensable. L'innovation, on fait tout de suite le lien avec le digital, parce qu'indéniablement, le luxe n'est quand même pas le secteur dans lequel la digitalisation a été la plus avancée, en tout cas sur ces dernières années, même s'il y a une accélération assez colossale depuis 18 mois. Et cette digitalisation, c'est un sujet de lenteur du côté des consommateurs ou du côté des maisons de luxe ou des... En fait, les gens ne sont pas idiots. Donc quand on dit, c'est quand même incroyable que dans le luxe, ils soient tellement en retard en digitalisation. Enfin, c'est quand même fou. Ouais. On a aussi des gens extrêmement brillants dans le luxe. Hein. Donc c'est pas qu'ils se sont dit, oh my God, j'ai oublié un truc. C'est qu'il y a des éléments essentiels qu'il ne faut pas oublier. Avant le Covid... la grande, immense majorité des transactions étaient faites dans une boutique, qu'elles vous appartiennent ou pas. Et vous imaginez aller chez Hermès, pousser la porte, aller choper un Kelly, passer à la caisse et partir sans avoir croisé le regard ou parlé à quiconque, ça n'a aucun sens. Donc la relation dans le luxe, que ce soit pour d'ailleurs un parfum ou une voiture de course, elle est essentielle. Quand vous avez 90% des transactions qui sont faites dans une boutique, en one-to-one, en se regardant et en se parlant, vous pouvez vous dire que vous êtes en retard sur l'e-commerce, mais vous, à la place d'une maison de luxe, vous vous concentriez sur ce qui fait 90% des transactions ou sur ce qui en fait 10 ? Je vous laisse répondre. Bien évidemment, tout ça, c'est un peu, je simplifie le propos. Il y a des industries du luxe qui font des pourcentages de transactions bien plus importantes sur le web. Mais il ne faut pas confondre digitalisation de la transaction et digitalisation de la relation. Aujourd'hui, l'enjeu pour beaucoup de maisons de luxe, c'est pas tant d'augmenter le pourcentage des transactions e-commerce, même si dans certaines industries, ça fait évidemment beaucoup de sens, hein, comme les parfums cosmétiques, mais pas que. Ce qui est essentiel, c'est la prise de parole. Comment est-ce que moi, je vais parler en tant que marque de luxe, à mes clients, prospects, fans ? Et aujourd'hui, ça, c'est digital. Et donc, voilà, cette digitalisation accélérée, et donc, quel contenu je produis ? Par quel canal je passe, sachant que cette digitalisation, on a 20 ans de retard, enfin 20 ans, en fait, j'en sais rien, on va dire qu'on n'est pas en avance si on se compare au niveau de digitalisation de la Chine. Et il se trouve que la Chine, c'est la moitié du business du luxe dans pas très longtemps. Donc il y a une espèce d'exigence accélérée par le Covid,
Et le Covid, il a bon dos, ce serait venu de toute façon, ne serait-ce que pour être capable de prendre la parole auprès de tous les consommateurs du luxe qui, il se trouve dans le monde, sont de plus en plus jeunes. Et c'est une bonne transition avec la Chine. Oui, quand on parle du luxe, on parle souvent de la Chine. Ah ben oui. Effectivement, la Chine aujourd'hui est en train de, un peu pinailler sur l'horizon, mais d'ici pas très longtemps, les consommateurs chinois représenteront la moitié du luxe mondial. Voilà, du luxe produit en tout cas. Donc c'est une manne assez colossale. Alors après, quand on parle de la Chine, c'est déjà quand on parle de la France, on sait à quel point il faudrait rentrer dans le détail entre un Marseillais et un Lillois, autant dire qu'en Chine, ils sont 1,6 milliard. La question se pose de la même façon. Mais en simplifiant, aujourd'hui, l'accès au marché chinois, si vous êtes une marque de luxe, c'est incontournable. Et d'ailleurs, quand on regarde les performances comparées des maisons de luxe par rapport à la crise, il y a un élément, c'est pas le seul, mais il y a un élément majeur qui a fait toute la différence, c'est ceux qui étaient en Chine et bien, et qui ont accéléré, et ceux qui n'y étaient pas encore, pas assez. Et ça, c'est absolument essentiel. Il faut voir que le consommateur chinois, bon, c'est toujours un peu réducteur de dire ça, mais il est ultra digital. Pour ceux qui connaissent WeChat, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de vous renseigner. Et ceux qui le connaissent, on sait à quel point c'est extrêmement puissant par rapport à ceux avec quoi nous, on peut jouer localement. Et donc, voilà, la Chine n'est pas une option quand on veut se développer dans le luxe. En revanche, c'est immense, c'est complexe. À la fois, les clients sont complexes, les circuits de distribution le sont. Il y a un nationalisme qui se développe très très fort en Chine et on a tous vu des marques se casser la figure successivement en disant quelque chose qui avait été mal vu, mal perçu, mal compris, etc. Donc c'est extrêmement touchy. En termes d'organisation dans les maisons de luxe, c'est très compliqué parce que quand le luxe faisait 50% de son business avec le Japon, il y a quelques dizaines d'années ou quinzaine d'années, voilà, c'est pas pour autant que la filiale japonaise exigeait de prendre le pouvoir. Alors, je dis pas que les filiales chinoises des grands groupes l'exigent aujourd'hui, mais en revanche, ça chahute une organisation quand vous avez un centre de décision créatif qui est à Paris, Milan ou Londres, hein, avec une logique et une culture très top-down historique dans le luxe, et 50% du business qui a 10 000 km. Voilà. Et si vous regardez l'ensemble des maisons de luxe qu'on connaît, je crois, si je ne dis pas ce bêtise, je n'en connais qu'une à la tête duquel il y a quelqu'un d'origine chinoise, c'est le joaillier Fred. Voilà, chez LVMH, c'est tout. Donc, aller en Chine, c'est pas une question. Pour le faire, il faut être sacrément digital, ça va de soi. Ça a beaucoup d'impact culturel et en termes d'organisation, et je pense que ça, c'est pas uniquement valable pour le luxe d'ailleurs. Et est-ce qu'on dit toujours que le luxe ne connaît pas la crise? Est-ce que le luxe là a connu la crise du Covid ou pas? Et les chiffres, tu nous parlais de chiffres quand on a préparé ce call. Apparemment, pas tellement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on regarde les grandes marques, grosso modo, elles ont des performances qui sont même supérieures à celles de 2019 et elles se sont relativement bien maintenues en 2020. On dit en général que le luxe a perdu 20% en 2020, mais ça cache des réalités extrêmement différentes. Entre les grands qui ont consolidé leur position et les petits qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore. Et puis surtout, ça cache des réalités géographiques extrêmement différentes, avec une polarisation du monde qui s'est accentuée, avec des chiffres qui ont explosé en Chine, puisque nos amis chinois qui venaient acheter chez nous, avenue Montaigne ou rue Royale, finalement, ils ont acheté chez eux. Donc, effectivement, la performance de la Chine a cru. Et avec des boutiques vides en Europe, où on se retrouve avec, effectivement, alors là, des gros sujets, puisque on est dans une industrie qui est très consommatrice de CAPEX. Il y a beaucoup de boutiques. L'essentiel des transactions se font dans les boutiques et vous avez des dizaines de boutiques de luxe. C'est très compliqué. Quand la boutique est vide, vous imaginez, on a quand même des grands flagships à Paris qui font travailler 300 personnes. Quand il n'y a personne qui pousse la porte, c'est raide. Un business aux États-Unis qui, on va dire en simplifiant, a souffert, mais c'est globalement maintenu. Et puis au Middle East, alors après, ça dépend des secteurs de l'industrie, bien sûr. Donc, grosso modo, moins 20%. Avec les plus forts qui le sont encore davantage, les plus faibles qui continuent de souffrir, et surtout, encore une fois, une polarisation du monde qui fait que c'est assez compliqué, quand on est une PME, encore une fois, il n'y a pas que des machines de guerre dans le luxe, d'arriver à travailler sur un business
qui est aussi, je dirais pas déchirée, mais avec des réalités aussi contrastées. Est-ce qu'il y a eu des décalages? Typiquement, un achat de produits de luxe peut être déporté dans le temps. C'est pas comme quand on va dans un restaurant, où on va dans le restaurant, mais on trouve une alternative, il faut bien qu'on mange. Bien sûr. Pour un achat de luxe, est-ce qu'il y a eu finalement une décroissance l'année dernière, mais il y aura un effet rattrapage assez naturel? Alors déjà, factuellement, je me souviens de cette image hallucinante. Je crois que c'était le 2 avril 2020, réouverture d'un certain nombre de commerces en Chine. La boutique d'Hermès, je ne vais pas dire de bêtises, je me souviens plus de la ville, mais peu importe. 2 heures de queue. Ouais. D'accord. Ah oui, si. 2 heures de queue pour aller. C'est un produit de première nécessité. Mais absolument. Mais vous savez, le rêve, c'est un produit de première nécessité. La perspective, le cadeau à quelqu'un qu'on aime, c'est un produit de première nécessité. Tu parlais tout à l'heure de représentation du monde, etc., et de la part de rêve. Mais quand vous rêvez de partir en vacances, quand vous allez vous marier, idéalement, ça va avec la bague, ça. C'est un produit de première nécessité quand on se marie. C'est une boutade, ce que je dis. Bien évidemment que personne n'a besoin de son 14e sac. Ça va de soi, je veux dire. Mais bon, voilà. Un bon sac de couchage, c'est quand même beaucoup plus agréable. Pour autant, oui, est-ce qu'on a besoin de rêve dans la vie? Est-ce qu'on a besoin de partager ses émotions? Est-ce qu'on a besoin de se sentir 10 cm au-dessus du sol de temps en temps? Moi, oui. Voilà. Donc, oui, est-ce qu'il y a un certain nombre d'achats qui ont été suspendus? De toute façon, parfois c'était, je veux dire, quand les boutiques sont fermées, vous savez, les produits Chanel, oui, exactement, les produits Chanel de prêt-à-porter, vous pouvez pas les acheter ailleurs dans la boutique. Donc la boutique est fermée, voilà, c'est terminé. Mais quand elle réouvre, c'est une, oui, vous avez des gens qui se précipitent. Il y a ce qu'on appelle le revenge buying, bien sûr. J'aime bien, revenge buying. Ouais. Et est-ce que tu as vu apparaître des nouveaux business models un petit peu? Oui. Ouais. En fait, il y a 2 choses. Il y a l'évolution, je pense que l'évolution des business models, elle reste à venir. Elle n'est pas forcément encore actée aujourd'hui. Mais il y a 2 choses. On a parlé de digitalisation, même si j'insistais sur la dimension communication qui est majeure, plus que réellement la transaction. Il y a quand même indéniablement des tas de business dans le luxe où le business model a bougé pour passer d'une transaction majoritairement physique à une transaction beaucoup plus digitale. Bon, déjà, ça perturbe un tout petit peu l'organisation et le business model. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les maisons se sont rendues compte qu'il fallait absolument qu'elles soient beaucoup plus proches de leurs clients, en contact, qu'elles le connaissent. Être proche, c'est un idéal, mais ça commence par connaître la personne à laquelle vous voulez vous adresser. Ça suppose des changements de business model vers des business models plus D2C, direct to consumer. Ça prend du temps, ça ne se décrète pas. Mais parmi nos clients, on a de plus en plus de questions sur qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un business model D2C. Et puis, il y a un nouvel élément sur lequel beaucoup de maisons se cherchent aujourd'hui. Donc, l'impact sur le business model, il est encore à définir. C'est le second hand. Ouais. Voilà. Et ça, aujourd'hui, vous avez, je crois, à peu près 250 plateformes digitales qui vous proposent des produits de second hand. Alors bon, je ne suis pas sûre qu'il en restera 250 dans 10 ans, mais enfin, en tout cas, c'est un vrai business. Et la question se pose pour les marques et pour les maisons. Est-ce que je regarde le truc passer? Est-ce que je veux reprendre le contrôle à la fois en termes de business et en termes d'image sur ces produits? Mais comment je fais? Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a beaucoup de ces maisons qui sont cotées, quand même, et que quand vous avez historiquement des EBIT qui font rêver la terre entière, faire évoluer son business model, ça suppose de faire au moins aussi bien que ce que vous faisiez jusqu'alors. Alors, il y a des industries dans lesquelles le second hand, entre guillemets, et c'est déjà, ça fait des années que c'est le cas. Je veux dire, si vous achetez une Ferrari, tout le monde sait qu'une Ferrari de second hand est parfois plus chère qu'une Ferrari neuve. Si vous allez dans l'horlogerie, vous avez même Patek qui a retiré récemment de la vente un modèle phare parce que l'envolée des prix de la second hand était totalement incontrôlée. Donc, c'est pas nouveau dans le luxe. En revanche, si demain, Vuitton, Dior, Chanel, pour citer simplement les plus grands, dédient un espace de leur boutique dans lequel vous pouvez rapporter votre produit, le faire réparer, etc. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Quel sera l'engagement de la maison? Comment on gère ça? Et en termes de business model, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une vraie question. C'est une question pour demain, peut-être pas pour hier. Ouais, là, tu vois pas la tendance. Est-ce que tu peux pas nous dire un peu, est-ce que oui, ils vont vers ça ou Alors, bien évidemment, la question se pose. Bien évidemment, tout le monde va trouver sa réponse et ce sera peut-être pas toujours la même. Ouais.
Faire du second-hand dans l'horlogerie ou dans la mode, c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, la mode, on le sait tous, que ce soit de luxe ou pas, c'est par essence la dynamique du temps. Donc, voilà. Donc, oui, tout le monde s'en occupe. Les réponses seront différentes. On s'en reparle dans 6 mois. Allez, tu reviens dans 6 mois, Delphine. Est-ce que, Pim, tu voulais rebondir sur des choses ou pas? On avait parlé aussi... on a parlé de la Chine, on a parlé de la digitalisation, on a parlé de la brand purpose. Voilà. On a parlé de ta casquette investisseur. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, Delphine? Peut-être toi, par rapport à MAD, est-ce qu'il y a des codes du luxe que tu déclines dans ta propre activité de conseil ou... J'essaye, et bien évidemment, d'être à la hauteur de l'exigence de mes clients. Et ça, c'est juste pour la boutade, mais c'est vrai que j'avais un client hier qui me disait quand même, votre proposition, c'est un peu cher. Je l'ai pris comme un compliment. Plus sérieusement, pour moi, il y a une exigence de réinvention permanente sur l'approche qu'on a des sujets. En fait, quand on est consultant, ce qui est intéressant, c'est comme si on avait une lampe de poche et qu'on essayait d'éclairer à 5 mètres devant. On a cette chance d'avoir une espèce de place un peu particulière où on travaille à la fois beaucoup avec LVMH, avec Chanel, avec Kering, avec beaucoup de clients chinois, avec des petits et grands. Et je trouve que ça nous impose cette exigence qui est un des codes du luxe, de proposer d'autres choses, une autre vision, d'aller encore plus vite. Voilà, on a sorti une grosse étude en mai l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'en avril, je ne sais pas vous, mais alors moi j'avais l'impression d'être dans un brouillard total. Et on s'est dit, ça sert à quoi un consultant si c'est pas pour éclairer à 2 mètres ? Voilà, 2 mètres, 200 mètres à l'époque, je sais pas. Mais voilà, et donc c'est ça, c'est ce qu'on essaye de proposer en termes de services qui pourraient être alignés avec le luxe. Et puis alors, si, donc on est de plus en plus chinois. On a déjà 7 nationalités chez nous. Et on a 7 nationalités, 80% de femmes. Donc on coche pas mal de cases. On peut faire plein de blagues totalement politiquement incorrectes parce que, comme par ailleurs, on est droit dans nos bottes, tout va bien. Mais on ouvre en Chine, là. On ouvre un bureau à Shanghai. Donc on est... voilà, enfin moi c'est ça qui m'excite, voilà, c'est de continuer à développer, à proposer des nouvelles offres. C'était pour se rapprocher un peu de vos clients ou même de cette émergence un peu... il y a une telle accélération du business qu'il faut y être. Jusqu'alors, le poids du business qu'on faisait avec nos clients chinois a toujours représenté au moins 30% chez MAD sur les 10 dernières années. Et c'est vrai qu'on le faisait pas mal avec des consultants chinois à Paris, soit mon associé Jean en particulier était une semaine par mois en Chine. Bon, alors autant vous dire que là maintenant, il est plutôt en Bourgogne qu'à Shanghai depuis 1 an et demi, et que cette histoire trouve ses limites. Donc il y a cette première nécessité d'y être. Voilà. Mais encore une fois, quand vous avez un marché qui explose dans ses proportions, il y a une nécessité de l'accompagner. Et on a très très envie d'être les premiers là-bas. C'est clair. L'accompagnement, d'ailleurs, pour y revenir, tu parlais tout à l'heure du temps long du monde du luxe, mais la vocation d'un cabinet de conseil, c'est aussi d'accélérer les mutations ou de les accompagner. Absolument. Comment tu gères cette différence d'une certaine manière ? Parce qu'il faut les pousser, mais pas les pousser trop vite, mais les pousser quand même. Et donc, le rapport au temps dans l'activité de conseil, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui, alors c'est vrai que... c'est vrai que nous, on accompagne nos clients sur... En fait, plus vous êtes sur des sujets de transformation et de changement, plus c'est des sujets qui se maturent. Alors, nous, on n'a pas 50 men in black qui débarquent pour faire des due deals enfermés dans une salle jusqu'à 3h du mat et qui, en 2 semaines chrono, vous expliquent tout sur une entreprise. C'est pas notre spécialité aujourd'hui. Mmh. En revanche... accompagner, comprendre profondément, faire évoluer, c'est plus notre approche. Et puis, je disais tout à l'heure qu'on travaillait avec des PME dans beaucoup de cas. C'est très important. Hein. Il n'y a pas de culture du conseil auprès des PME en France, si on se compare à l'Allemagne ou si on se compare aux pays anglo-saxons. Et donc, on ne se positionne pas comme des consultants, mais comme des experts. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est notre
je pense qu'on fait avancer nos clients humblement. Parce qu'ils ont envie de bouger. J'ai jamais réussi à faire avancer quelqu'un qui n'en avait pas envie. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est parce qu'en fait, on se comprend, on connaît jamais aussi bien une entreprise que la personne qui la dirige, ça va de soi. Pour autant, on a une vision du business qui légitime une forme d'assertivité qu'on peut avoir. Et ça, je pense que pour le conseil en général, la posture d'expert, à condition de ne pas lever le menton trop haut non plus, mais la posture d'expert fait beaucoup de sens quand l'incertitude est quand même assez majeure. Ça permet de caler le rapport au temps avec chacun des... Mais tout à fait. Et il y a même parfois des missions sur lesquelles la mission dure un peu plus longtemps qu'elle ne pourrait le faire sur un tableau Excel, voilà. Mais parce que ce sont des sujets qu'il faut digérer. On sent la passion. Tu regrettes pas ces années chez PSA, Alors en fait, chez Danone. Je sais pas. Moi, je suis un peu comme Slumdog Millionnaire. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film où le gamin, à la fin, il réussit à répondre à toutes les questions parce qu'en fait, il va puiser dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Bon, alors, j'ai pas encore gagné au loto, mais en fait, j'ai appris quand j'étais chez PSA. J'étais une petite bonne femme d'1m60 qui avait fait une école de commerce au milieu d'un monde d'ingénieurs avec une moyenne d'âge qui était plutôt de 45 ans, ce qui à l'époque me paraissait absolument terrible. Bon, on apprend à naviguer avec des gens différents. Voilà. Chez Danone, j'ai appris d'autres choses. Et puis chez PSA et chez Danone, j'ai appris à me dire, mais le client, ça compte. Et donc, quand je suis arrivée dans le luxe, je me suis dit, my God, il y a peut-être un truc à faire là. Et donc, en fait, déjà, le regret m'est assez étranger. Donc, je ne regrette absolument rien. Le meilleur est toujours à venir. Et à chaque fois que j'ai changé de D4 dans ma vie, j'ai quand même considéré que c'était de loin la meilleure. Bon. Eh bien, c'est bien. Merci, Delphine. Je ne sais pas si Pierre-Yves, est-ce que tu avais des choses à rajouter ? Sinon, on va passer à nos dernières questions. Non, mais c'est très clair. Merci pour l'expression de cette passion. Ouais, c'est clair. Donc, le luxe se porte bien. Delphine aussi, oui. Du coup. C'est une belle synthèse. Et on aime bien poser quand même 4 questions assez sympas, 4 ou 5 d'ailleurs. Et avant de terminer, de se dire au revoir, la première, est-ce que tu as du coup un must-have qu'on devrait avoir dans nos garde-robes avec Pim ? Genre la petite robe noire de Chanel. Alors si tu veux, la petite robe noire, on va plutôt chercher le parfum de chez Guerlain. Un must-have, non. Il n'y a pas de must-have du tout. Alors, il y a quelqu'un qui un jour a parlé d'une Rolex à 50 ans, mais enfin, vous êtes très loin d'avoir 50 ans tous les deux. Ouais. D'ici que vous les ayez, on aura peut-être changé de marque. C'est ça sera peut-être pas Rolex. Ça sera peut-être plus Rolex. On avait une question aussi, Pinault ou Arnaud, on va pas te demander de choisir. Non, c'est sympa ça, on peut pas me demander. Mais est-ce que tu saurais les épeler ? Alors, dans quel sens ? En commençant par... Sans les prénoms, juste les noms. Bernard, on sait les plaies. Alors, Bernard, on sait les plaies. Arnaud également. C'est pas du tout comme le prénom de mon petit frère. Ça se termine par LT. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous le tapez, que vous travaillez chez MAD, en fait, c'est quand vous l'écrivez avec un D que le correcteur orthographique s'excite. Super. Super, merci. Exactement. Pinault et Arnaud, c'est AULT, les deux. Vous le saurez maintenant. Delphine, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Rien. Ah, c'est génial. Ah non, et alors ça, c'est vraiment rien. Tu dors bien. Ouais. La prochaine. Ton cocktail préféré ? Alors, pour être honnête, je suis pas super cocktail. Je suis plutôt... En fait, ce que j'adore, c'est... Je rentre chez moi, je prends un énorme verre, je me fais un sacré verre de pinard. Puis j'ai l'impression, j'enlève mes chaussures, c'est comme dans les séries américaines. On retrouve Pinot, Arnaud, Pinard. Alors voilà, donc j'avoue que je suis plutôt vin ou champagne ou, jour de rébellion totale, une bonne petite binouse. Ah ouais. Et enfin, pour terminer, la musique que tu écoutes en boucle. Ça change tout le temps. Donc ça, c'est en ce moment, telle la bobo moyenne que je suis, qui habite à Paris dans un arrondissement à un chiffre, j'écoute Benjamin Biolay avec délectation et je chante un tout petit peu dans la rue, tout le monde s'en fout vu qu'il n'y a personne.
Laquelle Comme une voiture volée. Très bien. Voilà. D'ailleurs, il n'y a plus de voitures dans la rue. C'est pour ça. Non. Et puis comme malheureusement, on n'est pas très nombreux. C'est toujours un peu gênant quand on marche dans la rue avec des écouteurs et qu'on se rend bien compte qu'on oscille du bas du dos et puis que on chante faux. Mais là, tout le monde s'en fout. Alors j'en profite. C'est un avantage collatéral qui, j'espère, ne durera pas. On aurait presque envie de te demander de nous faire une petite... Un petit bœuf. Alors, non, après, ça c'est pas sympa parce qu'il y a une espèce de légende familiale. De toute façon, on pourrait couper toutes ces merdes que je raconte. Hein. Non. Il y a une espèce en fait, il y a une chose très importante pour moi que j'ai essayé de transmettre à mes enfants avec plus ou moins de bonheur. Parce qu'ils sont différents. C'est que dans la vie, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Parce que si on a peur du ridicule, en fait, on fait rien, quoi. On est tétanisé par une espèce de regard de l'autre ou de peur, voilà. Et donc, je leur raconte toujours que, en fait, quand j'étais petite, je voulais être comédienne. Et au bout de 2 ans chez PSA, j'ai eu l'opportunité de passer un casting. Voilà. Pour aller rejoindre une très grande école de comédie, etc. Et je me suis dit, à l'époque, si je suis prise, j'arrête. Et c'est ça que j'ai fait. Bon. Donc, en fait, j'ai pas du tout été prise. Hein. Vous connaissez la chute. Et donc, j'avais préparé ce qu'on m'avait demandé de faire, c'est-à-dire plusieurs textes. J'arrive, très impressionnant, scène de théâtre, dans le noir, avec un jury qui, comme dans les films, n'avait pas l'air sympa du tout. Et une grande blonde, donc moi je suis petite brune, me regarde et me dit « Non, mais en fait, on en a un peu marre d'entendre des textes. Est-ce que vous pourriez chanter ?» Donc, je ne sais pas chanter. Et puis, j'ai rien ne me venait. Et je me suis donc mise à chanter à tue-tête en dansant de façon effrénée, Grease. Sauf que Grease, que je connaissais, je le connaissais depuis que j'avais 5 ans, donc en fait, je ne connaissais que la version yaourt. Bien sûr. Et donc, j'ai chanté Grease comme ça, I got cheers, en dansant péniblement pendant 35 secondes, ce qui est une éternité. Jusqu'à ce qu'effectivement, il m'interrompe en me disant, c'est bon. Belle énergie, mademoiselle. Revenez l'année prochaine. Et je raconte ça à mes enfants qui, à chaque fois, me disent, mais tu mourir de honte. Tu devais avoir le seum, maman. J'ai eu le seum, exactement. Sauf que pour moi, le pire, ça aurait été de même pas essayer. Ah ouais, c'est vrai. C'est une belle leçon, ne pas avoir honte, s'affranchir du regard des autres. Et c'est ce qui génère la créativité, d'ailleurs, pour rejoindre le sujet du... En tout cas, ça vous apprend à courir vite. C'est ça, à minima. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Et ouais, on a passé un super moment. Moi aussi. Merci pour nous avoir nourris de toutes tes compétences, cette passion que tu as pour ce secteur du luxe. Tout à fait. Donc, on répète, c'est MAD, le cabinet de conseil qu'a créé Delphine. Pourquoi MAD? Il doit y avoir... Alors un jour, Monsieur Pinault, dont le nom termine par LT, évidemment, un jour, Monsieur Pinault, effectivement, m'a posé cette question dans une grande salle du conseil. Et là, j'ai pas eu peur du ridicule non plus, d'ailleurs. Je lui ai répondu la vérité, c'est-à-dire que on est hyper impliqués, on adore notre métier, il y a des vrais enjeux, c'est des histoires fantastiques, mais on sauve pas les bébés en Afrique. D'accord ? Donc, MAD, c'est juste une façon de se souvenir un peu de temps en temps qu'on peut y mettre tout notre engagement et prendre un chouille de recul quand même par rapport à ce monde de brut. Super. Et ben on termine là-dessus. Merci Delphine, merci Pim. Merci Aurélie, et à bientôt. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt.